Bonjour à tous, désormais devenu un vrai sujet économique, le Smart Grid est également annonciateur d'un concept encore plus large, celui de la Smart City. Alors pour faire ce pont entre réseau et ville intelligente, j'accueille sur ce plateau deux invités de choix. Guillaume Parisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur innovation de Big Immobilier, c'est bien ça? C'est ça. Et puis en face de vous, Eric Lelguen, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO d'Embix. Alors pour bien comprendre peut-être le thème de cette émission, en tout cas pour bien l'introduire, est-ce qu'on pourrait résumer en disant que le Smart Grid, c'est le volet énergétique de la Smart City? Ce serait un petit peu ça pour simplifier peut-être Guillaume Parisot? Alors effectivement, il y a plusieurs acceptions du Smart Grid. Nous, là, aujourd'hui, on va parler du Smart Grid qui nous concerne, qui est un Smart Grid à l'échelle du quartier de la ville. On ne parle pas de super grid à l'échelle européenne, on est vraiment axé sur la ville. Et effectivement, quand on prend cette définition du Smart Grid, eh bien, le Smart Grid est le volet énergétique de la Smart City. Peut-être Eric Lelguen sur ce thème? Oui, alors sur ce thème du Smart Grid, et je crois que vous l'avez bien posé, c'est effectivement l'énergie et c'est pas l'électricité. Hein, ça c'est un premier point important. Si vous regardez les sponsors de ce salon, vous avez de mémoire RTE, RDF, EDF, qui sont des électriciens. Nous, notre vision, c'est que le Smart Grid, c'est vraiment une problématique énergétique globale. On aime bien mettre un S à grid d'ailleurs. Et qu'à partir du moment où on sait la gérer au mieux à l'échelle de la maille locale, comme le disait Guillaume, on va trouver une véritable optimisation énergétique. C'est aussi sans doute le plus avancé. L'énergie, c'est le thème dans l'intelligence de la ville, c'est le thème où on est allé peut-être le plus loin pour l'instant. Je ne sais pas votre avis sur... Si, sans doute, mais alors il ne faut pas effectivement oublier les autres pans de la Smart City, puisque, en fait, globalement, qu'est-ce qui arrive à nos villes aujourd'hui? On a bien en tête maintenant que l'étalement urbain n'est pas une solution, puisqu'en fait, on va transférer des problèmes d'urbanisme vers du transport. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un modèle où on va essayer de densifier, mais une densification intelligente. Et comment on peut faire cette densification intelligente? Eh bien, c'est en utilisant mieux la ressource urbaine, la ressource d'infrastructure, et donc en ayant des démarches de mutualisation. Et finalement, quand on réfléchit, si on regarde par exemple aujourd'hui des démarches qu'on a sur les parkings par exemple, eh bien, comment on construit aujourd'hui? Quand on a un bâtiment de bureau, on fait un parking de bureau en dessous. Quand on a un bâtiment de logement, on fait un parking de logement en dessous. Eh bien, une nouvelle proposition de valeur, ça pourrait être de dire, je casse la barrière entre ces deux parkings, je fais un parking commun mais plus petit, donc je vais restituer de la valeur puisqu'il va coûter moins cher à construire. Et puis je vais apporter plus de services parce que en fait, si vous recevez des amis chez vous le soir ou le week-end, eh bien, il y a des places disponibles dans le parking et un système de gestion, puisque qui dit mutualisation dit système de gestion. Et donc vous allez sur Internet, vous tapez la plaque d'immatriculation de vos amis, se présente à l'entrée, ils rentrent. Et bien en fait, le parallèle est extrêmement intéressant avec l'énergie, puisqu'en fait, un des fondements du Smart Grid, c'est bien de profiter de consommation qui se passe à des moments différents et essayer de se dire, mais si on dimensionnait toute notre infrastructure, tous nos équipements, non pas par rapport au maximum de consommation de l'ensemble de la ville, mais en comprenant bien qui consomme quoi à quel moment, eh bien on pourrait sans doute être plus intelligent par rapport à notre manière de gérer l'énergie. Pour ne pas oublier les autres thèmes de la Smart City, on pourrait peut-être les citer. Vous avez parlé de la mobilité. Alors il y a la mobilité, on a tout ce qui concerne l'eau, la gestion des déchets, le bâtiment aussi, il y a une approche sur l'utilisation des espaces aussi à l'intérieur des bâtiments. On a un pan qui concerne tout ce qui est environnement, confort, biodiversité, qualité de l'air. Et puis on a un pan qui concerne les services, là aussi avec une démarche, une proposition de valeur à retrouver. On veut tous avoir une concierge au pied de notre immeuble, sauf qu'on ne peut pas se la payer. Donc la proposition de valeur, c'est de se dire, pourquoi pas faire une conciergerie au niveau du quartier. Donc je mutualise les coûts sur un plus grand périmètre. Et puis en injectant un peu de nouvelles technologies là-dedans, on est convaincu qu'on arrive à avoir un service aussi bien que ma concierge en pied d'immeuble. Eric Lelguen, sur ce thème, l'approche globale, c'est à la fois ce qui est fascinant dans la ville durable ou intelligente, c'est aussi la difficulté. Oui, alors 2 points. Je voudrais aussi revenir sur votre premier point. On peut effectivement, et il est assez honnête de penser que l'énergie est le pan de la Smart City aujourd'hui qui est le plus avancé.
D'un point de vue technologique, probablement. D'un point de vue réglementaire, si on regarde une mutualisation énergétique, et je reprends à souhait la formule de Guillaume, cette mutualisation, elle entraîne un business model particulièrement complexe. Elle oblige à faire travailler ensemble des acteurs qui ont des intérêts qui peuvent être divergents. Si vous avez un réseau de chaleur, vous voulez maximiser l'utilisation du réseau de chaleur. Si vous avez un réseau électrique, vous voulez faire de même. Donc ça, c'est une première problématique. Une deuxième problématique qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres domaines, je peux penser au transport, à la santé, par exemple, dans des domaines additionnels de la Smart City, c'est cette problématique ou cette volonté qu'on a pour réduire les coûts d'infrastructure, d'arriver à autoconsommer, à consommer localement cette énergie qu'on produit. Et ça veut dire que le régulateur, l'État, doit nous aider dans cette démarche. Si le fait de produire un électron à Lyon et de le consommer à Lyon, ou le fait de le produire à Lyon et de le consommer à Brest, se traduit par la même chose en termes d'équation économique, si le coût d'infrastructure n'est pas traduit dans la facture finale, on aura du mal à développer les modèles qu'on souhaite développer. Très bien. On va parler de modèle économique, on va parler aussi du rôle et de l'état d'esprit des collectivités, mais avant cela, puisque l'objectif de l'ensemble de nos missions sur Smart Grid Paris, c'est aussi d'être dans le concret. J'avais envie de vous amener sur les différents projets sur lesquels vous avez été amené à travailler. Alors on va peut-être commencer par Big Immobilier. Je crois qu'il y a notamment le projet Ici Grid qui est assez symbolique de votre démarche sur les Smart Cities. Peut-être en quelques mots présenter ce projet et puis étayer un peu cette notion d'énergie intelligente. Alors Ici Grid, c'est un projet qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant. En fait, Bouygues Immobilier allait voir André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, en lui proposant de faire un pas en avant vers l'énergie dans la ville de demain. Et pour cela, de lui emprunter quelque part 2 quartiers de sa ville et de les emmener, les accompagner en injectant là aussi des compétences, de l'innovation, des nouvelles technologies, des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles réglementaires, en associant les habitants, en associant les entreprises, de voir comment effectivement on peut faire tomber ces barrières et comment on peut avoir une nouvelle vision de la gestion de l'énergie au niveau du quartier. Alors cette proposition, on ne l'a pas fait seul. Finalement, on est un peu dans le prolongement du rôle de Bouygues Immobilier. Hier, on agrégeait des compétences au niveau des bâtiments. Aujourd'hui, on pense être capable d'accompagner les collectivités sur une proposition de valeur au niveau de la ville. Donc ça veut dire qu'on ouvre évidemment notre scope de partenaires. Et là, donc, on a réuni 9 autres partenaires autour de nous pour cette proposition de valeur. Donc on a Alstom, Bouygues Télécom, Bouygues Énergie et Services, EDF, ERDF, Schneider, Total, Microsoft, Steria, et je pense ne pas en avoir oublié, c'est toujours pareil, je n'ai pas compté. Les startups clés peut-être. Et puis les startups, quelques startups évidemment qui nous accompagnent et qui sont d'ailleurs les locales de l'étape aussi. On a donc MBX qui nous accompagne donc sur la gestion de l'énergie au niveau du quartier. On a Igenco sur le pilotage énergétique résidentiel, Navidis sur la cartographie du territoire, et puis Séville sur un stockage un peu différent à base de volants d'inertie. Donc on est sur un projet d'une nouvelle nature. On est sur un partenariat public-privé en associant les habitants avec les collectivités, avec des grands industriels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. On est convaincu que ça, c'est vraiment le modèle de demain. La valeur, elle est encore, il faut qu'on se batte pour aller la chercher dans nos domaines respectifs, j'ai envie de dire. Mais il y a un Eldorado entre les différents domaines des uns et des autres qu'il s'agit maintenant de jardiner. Dans le changement, on voit aussi qu'il y a une question d'approche. On passe de la technologie au territoire. Peut-être Éric Leguen sur cette thématique du concret, des projets, et puis sur ce changement d'échelle du bâtiment ou du réseau plutôt au quartier. Oui, alors le changement d'échelle, donc je vais insister dessus parce que ça me semble être un point très important. Si vous regardez le modèle énergétique, ou pour le moins le modèle électrique français, on était sur un modèle très centralisé, où quelque part on a un réseau, j'aurais tendance à dire, bien dimensionné, ou dimensionné avec une volonté de confort aujourd'hui, et qui permet d'amener ou d'acheminer cette production centralisée un peu partout en France. On ne souhaite pas tomber sur un autre paradigme où cette fois-ci on ne surinvestirait pas sur le réseau, mais on surinvestirait sur l'outil de production. Et c'est typiquement ce qu'on peut réaliser si on se limite au bâtiment. Si on se limite au bâtiment et que par tous les moyens on cherche à avoir un bâtiment à énergie positive, on va avoir une certaine tendance à surdimensionner l'outil de production alors qu'on pourrait le mutualiser à l'échelle du quartier. Donc ça nous semble important. Donc l'échelle
On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas la trouver mieux que les autres, mais on pense qu'elle est clairement pas sur le tout centralisé et elle est probablement pas sur la volonté d'autonomie au niveau de la maille du bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on voudrait l'amener au niveau de l'écoquartier. Alors ensuite, sur votre demande de concret, j'ai envie de prendre une position assez différente finalement de ce qu'on voit aujourd'hui dans ce congrès Smart Grid Paris, parce qu'on est sur Smart Grid Paris 2013 et Smart Grid Paris 2013, on nous demande d'aller un tout petit peu plus loin que des démonstrateurs. On a autour de nous des dirigeants qui nous disent le Smart Grid c'est très bien, Madame Bateau est un bon exemple, des politiques aussi, mais qui nous disent démontrez-nous qu'il y a un business model. Et ce business model, on commence à le voir arriver. J'aurai deux exemples très concrets sur Issy-les-Moulineaux. Donc sur Issy-les-Moulineaux, on a effectivement contribué à ce merveilleux projet qu'est le projet Issy-Grid. Ceci étant, on essaie aujourd'hui d'étendre ce développement à l'échelle du parc énergétique urbain de l'ensemble de la ville. Et finalement, on n'a pas encore conclu avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un modèle économique, que si on était capable de mettre en place des solutions d'efficacité énergétique à l'échelle de la ville, on pouvait rentabiliser les investissements sur 3 ou 4 ans, ce qui est tout de même assez optimum. Un autre exemple très concret d'application du Smart Grid, l'Elguen, ça vous l'indique assez clairement, c'est un nom breton. On a participé à une expérimentation d'effacement à l'échelle de la Bretagne. Cette expérimentation a permis de réduire des pointes de l'ordre de 70 MW. 70 MW pour le breton que je suis, c'est la consommation de Brest, c'est-à-dire qu'on éteint Brest à des moments où on souhaite réduire la consommation. Donc ces solutions commencent à exister. Ce ne sont plus des solutions financées. Et ce que j'aime assez dans les 3 exemples que j'ai mentionnés, que ce soit Issy-Grid, que ce soit Ville d'Issy ou l'effacement Bretagne, nous ne sommes pas sur des projets financés par des organismes divers et variés. Nous sommes sur des organismes dans lesquels, dans un cas de figure, des entreprises ont investi pour développer une activité, dans les autres, dans lesquels on est capable d'autofinancer. Ceci étant, on se rend compte dans chacun des cas, et sans déflorer la suite de notre présentation, que derrière, on a un besoin fort de support du régulateur. Si le régulateur ne nous incite pas, même si on a trouvé la bonne maille, à produire localement, on ne va pas y arriver. Sur l'effacement Bretagne, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que si on ne produit pas 70 MW, c'est plutôt mieux que d'aller construire une turbine à gaz qui va produire une centaine d'heures dans l'année. Ceci étant, aujourd'hui, si vous êtes un opérateur économique, si vous faites de l'effacement en Bretagne, vous perdez à peu près 20 000 € par mégawatt sur l'année, donc vous n'avez pas envie d'étendre le phénomène. Par contre, si vous construisez une turbine à gaz qui fonctionne une centaine d'heures dans l'année, là, vous gagnez votre vie. Donc on se rend compte que le régulateur a du travail à faire pour faire que la logique économique soit respectée. La transition n'est pas encore complète aussi sur les modèles économiques. Pour reprendre la route d'Issy-Grid, peut-être en voiture électrique d'ailleurs. Où en est le projet aujourd'hui? À quelle phase en êtes-vous? Et puis est-ce qu'il y a déjà peut-être des premiers enseignements sur le déploiement, sur la mise en place? Alors on est en pleine phase de déploiement, donc on connecte les bâtiments les uns après les autres, que ce soit des bureaux ou du résident. Donc là, du résidentiel. On a connecté le bâtiment de Bouygues Télécom. Donc quand je dis connecté, c'est-à-dire qu'on récupère l'information, mais aussi on a également une capacité d'agir sur ce bâtiment. Et donc là aussi d'identifier un potentiel de flexibilité. Sur les logements, on a laissé quasiment pendant un an une dizaine de logements pour validation. Validation, je dirais, pas tant technologique qu'en termes d'appropriation par les habitants de ces nouveaux systèmes qu'on leur met à disposition. Et puis là, on va passer dans une échelle beaucoup plus importante puisqu'on va déployer des compteurs intelligents sur un périmètre de 200 logements. Et puis, on va le déployer également sur le périmètre du fort d'Issy-les-Moulineaux. Et là, on va arriver, en fin d'année, on va plutôt être de l'ordre du millier de logements connectés. Donc on est vraiment dans cette phase de déploiement. On intègre, donc, outre les bâtiments, après on a du commerce, on a des équipements publics. On va aussi mettre en place les véhicules électriques. On va rajouter du photovoltaïque sur certains bâtiments. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un périmètre, et ça on l'aura à la fin de l'année, on aura vraiment un territoire assez moderne sur lequel on pourra collecter de l'information et agir par rapport aux consommations. Et le citoyen, au milieu de ce territoire, comment il est impliqué? Comment faut-il l'impliquer? Alors le citoyen est un acteur majeur de toutes ces démarches de Smart Grid. Je ne crois pas du tout à un Smart Grid purement automatique, puisqu'il y a un certain nombre de décisions sur lesquelles vous devrez avoir l'aval des habitants. La première d'ailleurs étant la récupération d'informations individuelles les concernant, puisque évidemment il y a le respect des libertés individuelles, donc il faut leur accord, ainsi de suite, donc des notions de confidentialité.
Et après, il y a plusieurs vecteurs pour inciter les habitants, les citoyens à rentrer dans cette démarche. En fait, il y en a 3. La première, elle est, je dirais, elle est basique, hein, c'est la facture, réduire la facture, évidemment. La deuxième, c'est une notion de comparaison à la communauté. C'est-à-dire d'être capable de dire par rapport à une famille comme la mienne, une femme, 2 enfants, et finalement, est-ce que je suis plutôt dans les bons élèves ou dans les mauvais élèves, et comment je peux faire pour me rapprocher des bons élèves. Et le troisième sujet, c'est une notion d'éducation. C'est finalement de se dire, on est convaincu que dans les années à venir, les décennies à venir, eh bien, le sujet de l'énergie sera un sujet fondamental. Et donc, plus que jamais, il faut enseigner à nos enfants des gestes, des petits gestes du quotidien, jusqu'à qu'est-ce que c'est que l'énergie finalement. Eh bien, il faut leur apprendre. Et ça, c'est vraiment les 3 manières d'impliquer les habitants. Et cet effort, il est évidemment fondamental. Je pense que c'est vraiment les premiers acteurs de ce type de démarche. Très bien. Eric Lelguen, est-ce que vous validez ces trois facteurs de changement aussi chez le citoyen ? Probablement en France. Enfin, moi, j'ai toujours cet exemple en tête de DC Grid, mais je peux parler de l'expérience EcoWatt aussi de nos amis d'EDF en Bretagne. Et quand j'en parle avec mes amis américains, typiquement quand je leur parle d'EcoWatt, la question est toujours la même. What is the price signal? Je leur dis, il n'y a pas de signal de prix. Les gens sont convaincus par une communication qui a été bien faite, qui a un intérêt environnemental, qui a un intérêt pour la région à réduire sa consommation à des moments donnés. Et en Europe du Nord, ce discours est beaucoup mieux compris. Bien sûr. Donc, pour reprendre le point de Guillaume, oui sur les signaux mentionnés par Guillaume, et oui aussi sur la bonne connaissance locale. En discutant avec les régions, on se rend compte que la problématique dans une banlieue parisienne avec des soucis économiques peut être une problématique de précarité énergétique, alors que quand vous discutez avec la ville de Nice, vous vous rendez compte que les problématiques d'effacement, d'écrêtage de la pointe sont des problématiques qui commencent à devenir quotidiennes, parce que simplement les gens ont peur de coupures d'électricité à des moments donnés. Donc ces signaux sont très locaux, très dépendants du contexte, et il faut les trouver. Ils sont pour grande partie économiques, il ne faut pas se le cacher, clairement, mais l'économie n'est pas tout. Et il faut réfléchir avec des sociologues à la façon d'entraîner le citoyen. Vous parlez de l'état d'esprit des citoyens, il y a aussi l'état d'esprit des collectivités, des décideurs. Je crois que MBX, vous faites notamment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ces sujets Smart Grid, donc vous êtes au contact de ces collectivités. Où en sont-ils? Est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce qu'ils sont hésitants? Ils sont, enfin, le premier point, ou pour faire très simple, ils ont de grandes difficultés à comprendre. Faisons très simple. On a tous parlé, ce salon Smart Grid est encore un bon exemple. On parle de demand response et autres termes qui ne parlent absolument pas aux élus. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui de modifier le discours Smart Grid et d'annoncer des choses très concrètes. Si vous annoncez, comme nos amis anglais, que le Smart Grid, c'est 20% des coûts d'infrastructure réseau réduits, si vous traduisez ça sur le modèle français, somme RTE plus ERDF, 1,4 milliard d'économisés par an, si vous réalisez que les allocations familiales, je crois qu'on a gagné 2 milliards, vous mettez tout ça en perspective et vous commencez à arriver à des choses qui parlent aux élus. Qui sont concrètes. Voilà. Et c'est vraiment ce discours-là qu'il faut avoir. Et si vous faites le tour des stands, vous vous rendez compte qu'assez peu de monde aujourd'hui est capable de tenir ou tient un discours Smart Grid concret. Et je pense que c'est clé. C'est clé pour le succès de cette filière. Bon, on va tâcher d'avoir un discours Smart Grid complet, au moins à notre niveau. Guillaume Parisot, sur ces questions de maturité du marché, et puis aussi peut-être en réponse à l'interrogation tout à l'heure sur les business models. Où en sommes-nous dans la réflexion sur le modèle économique? Alors je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités se rendent compte de l'importance de ce sujet-là. Évidemment, il y a une présence médiatique des sujets de l'énergie avec le débat sur la transition énergétique, des vraies questions sur l'avenir de la production énergétique en France, mais également la précarité énergétique qui touche aujourd'hui plus d'un foyer sur 10, et encore ces chiffres apparaissent sans doute sous-estimés. Un prix de l'énergie qui va augmenter, donc on se dit que c'est des sujets qui vont de toute façon devenir encore plus présents qu'ils le sont aujourd'hui. Donc les élus, les collectivités, ils font ce constat-là. S'approprient ce sujet-là en se disant il faut évidemment, moi je suis responsable d'une collectivité, il faut que je sois capable d'apporter une réponse à mon échelle. Eh bien, nous pensons que ce type de démarche, telle que celle que nous menons, par exemple sur ICI Grid, eh bien, c'est une vraie réponse locale. C'est-à-dire que c'est la manière dont une collectivité peut se réapproprier quelque part le sujet de l'énergie et faire des choix locaux
qui vont lui permettre demain d'abaisser le prix pour ses habitants ou de les protéger par rapport à l'augmentation du prix. Quand on met en place, quand on regarde toujours sur le périmètre d'ici les Moulineaux, quand on met en place des systèmes de géothermie ou de production locale à base de photovoltaïque, et bien quelque part, on sort du modèle économique de la distribution classique, et donc on a, a priori, on est moins sensible aux écarts, aux fluctuations qu'elle va pouvoir avoir. Et ça, je pense que c'est un pan du modèle économique. Après, sur ce modèle économique, comme je disais tout à l'heure, je pense que la valeur, elle est certes chez les uns, chez les autres, mais elle est surtout entre les business models des uns et des autres. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, moi, promoteur immobilier, rien ne m'incite à baisser ce qu'on appelle l'appel de puissance maximale d'un bâtiment, c'est-à-dire le moment où ce bâtiment consommera le plus. Eh bien, ça, c'est la donnée d'entrée qui détermine aujourd'hui la taille du réseau qui vient m'apporter l'énergie. Donc, si je suis capable, moi, de prendre un engagement en disant « j'ai conçu ce bâtiment pour qu'en pointe, en pic, au maximum, il consomme moins », eh bien, derrière, ça veut dire que je vais mettre un tuyau moins important, je vais baisser l'investissement de la collectivité, et donc, quelque part, on génère de la valeur par rapport à ce bâtiment. Là, on touche du doigt aussi l'aspect peut-être réglementaire. Il va peut-être falloir que les choses bougent pour faire changer ces business models. Là-dessus, peut-être, avec Elgun. Oui, je pense que le smart grid, c'est beaucoup de décentralisation. C'est beaucoup de production locale. Alors, quelque part, en France, on a finalement de la chance. On est parti d'une constitution 58 avec un modèle qui était tout de même très centralisé. Et puis, on a eu une volonté des politiques de décentralisation. Et on se rend compte aujourd'hui, en parlant avec les élus, qu'au niveau de la région, au niveau de la ville, cette décentralisation est en train de voir le jour. Je vais prendre l'exemple de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice actuellement qui monte un plan Smart Grid et qui dit le Smart Grid, on commence à comprendre et on veut traduire ça en initiatives concrètes sur nos quartiers neufs, sur notre ville, notre parc existant. Donc aujourd'hui, la décentralisation, je dirais, est sans surprise finalement. C'est le premier atout des Smart Grid. C'est-à-dire que les collectivités jouent un rôle moteur dans ce développement du Smart Grid. Ceci étant, cela doit être clairement relayé au niveau d'un pouvoir central qui, quelque part dans le modèle français, aime bien la centaine de centrales qu'on contrôle très bien et qui distribue de l'électricité un peu où on veut en fonction des intérêts politiques d'ici et de là. Donc ce modèle français, ce n'est pas forcément le modèle qui nous est favorable. Par contre, cette montée en puissance des collectivités nous est favorable. Il faut maintenant que ce soit effectivement relayé au niveau réglementaire, que ce soit relayé par exemple par un tarif d'accès au réseau qui dépendent de la distance entre point de production et point de consommation. Nécessaire solidarité, oui, mais ceci étant, aujourd'hui, et à nouveau, je vais rementionner mes racines bretonnes, aujourd'hui, la région Bretagne n'a absolument aucun intérêt d'investir sur des infrastructures, sur de la production, puisque l'électron qu'elle reçoit de la région lyonnaise ne lui coûte pas plus cher. Donc il faut relocaliser les enjeux. Il faut relocaliser les enjeux. Il faut, au travers du TURP, par exemple, si on le prend au niveau électrique, favoriser la production locale. Nos amis allemands l'ont très bien compris, qui favorise l'autoconsommation. Allez, peut-être pour finir juste sur ce point, Guillaume Parisot, sur les aspects réglementaires, est-ce que vous attendez un coup de pouce, une impulsion aussi sur les règles de fonctionnement du marché de l'énergie? Alors c'est l'enjeu aussi des différents démonstrateurs, c'est qu'à un moment donné, sur la base des résultats concrets qu'on va avoir sur les démonstrateurs, on puisse aller voir le législateur et lui proposer peut-être d'autres modèles, en sachant qu'il y a bien deux choses. Quand vous définissez un texte de loi, il y a le mécanisme, et il y a souvent un certain nombre de paramètres de ce mécanisme, et souvent, en fait, quand vous discutez avec le législateur, le mécanisme n'est pas très compliqué à trouver. Par contre, le paramètre, ce qui va déterminer, dans le domaine de l'énergie, le prix de l'Arenh, par exemple, l'accès au nucléaire, a fait un débat. Oui, parce qu'en fait, le mécanisme était accepté de tous. Par contre, le prix était déterminant pour les business models des uns et des autres. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on soit capable justement de proposer un des mécanismes. Et un des mécanismes, effectivement, aujourd'hui, ça serait de dire nous avons besoin, pour donner une réalité électrique à l'écoquartier, eh bien de faire en sorte qu'il y ait une sorte de tarification locale de l'énergie, un peu ce qu'on a pu voir dans le domaine des télécoms, c'est-à-dire dès que je suis sur des grandes distances, eh bien j'ai un modèle. À la limite, je ne le connais pas, c'est pas mon métier, Bouygues Immobilier. Par contre, de dire quand je suis en local dans mon quartier, eh bien j'ai un tarif d'acheminement qui est idéalement nul, parce que comme ça me permet déjà de favoriser les échanges entre bâtiments. Vous
savez, sur ces mécanismes-là, la question qui se pose, c'est pas tant est-ce que le prix la facture correspond au prix réel, mais à quoi j'incite avec le modèle de facturation. Et bien là, il faut vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce qui incite dans notre modèle nos concitoyens à consommer moins? Qu'est-ce qui incite à avoir ce niveau d'optimisation locale? Qu'est-ce qui incite à l'autoconsommation? Qu'est-ce qui incite au stockage? Eh bien malheureusement, aujourd'hui, sur ces thèmes-là, j'ai envie de dire pas grand-chose, et c'est ça qu'il faut qu'on change. Très bien, parfait. Je vous voyais acquiescer. Peut-être un dernier mot? Non, j'acquiesce totalement. Un point important, on l'a dit, et je reboucle sur notre introduction, le smart grid, c'est l'énergie, c'est pas l'électricité. Donc quelque part, ces sources d'énergie sont en compétition entre elles. Donc il est important que chacun des détenteurs de la loi, je dirais, dans ces différents domaines énergétiques, fasse un effort. Sinon, on va voir l'électrique qui va perdre pied et qui va être supplanté en partie, au moins pour la partie chauffage, par d'autres sources énergétiques. Parfait. Bon, on voit que les enjeux sont nombreux, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux, messieurs, pour vos éclairages. Merci à vous. Et vos expertises. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce Web TV Théma se compose de 5 autres émissions. N'hésitez pas à les consulter sur Cleantech République et sur la tribune. Restez verts, au revoir.